Mesdames et messieurs, bonsoir, ravi de vous retrouver et le journal de 18h que j'ai le plaisir de vous présenter en compagnie de Yara Choucha. Bonsoir Yara. Bonsoir Nermine, bonsoir tout le monde et voici les principaux titres. Le président Abdel Fattah el-Sisi reçoit le secrétaire général de l'Organisation maritime internationale. Le Premier ministre tient une série d'entretiens en marge de sa participation aux activités du Forum économique mondial de Davos. Donald Trump, tout juste investi, somme son homologue russe Vladimir Poutine de trouver un accord de paix avec l'Ukraine. Mesdames et messieurs, voici à présent les nouvelles en détail. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu un appel téléphonique de son homologue russe, Vladimir Poutine, selon le porte-parole de la présidence de la République. L'appel était centré sur les moyens de renforcer les relations bilatérales dans tous les domaines, en particulier le projet de la création d'une zone industrielle russe dans la zone économique du canal de Suez et le projet de la centrale nucléaire d'Al-Daba. Les deux présidents ont également examiné les derniers développements survenus dans la région, notamment la situation dans la bande de Gaza. Ils ont abordé les efforts déployés par l'Égypte depuis octobre 2023, conjointement avec le Qatar et les États-Unis, pour aboutir à un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas palestinien, afin de restaurer l'accalmie dans la région et d'assurer l'entrée des aides humanitaires aux Palestiniens dans le secteur. Le président al-Sisi a souligné au cours de l'appel la nécessité de conjuguer les efforts internationaux pour garantir la mise en vigueur du cessez-le-feu et pour aboutir à un règlement politique pour la cause palestinienne basé sur la solution à deux États. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu aujourd'hui le secrétaire général de l'Organisation maritime internationale, OMI, Arsenio Dominguez, en présence du vice-premier ministre chargé du développement industriel et ministre de l'Industrie et des Transports, le général de corps d'armée, Kamel Al-Wazir. La réunion s'est déroulée sur la poursuite de la coopération dans les domaines de travail de l'organisation, en particulier avec le grand potentiel de l'Égypte dans le domaine de la navigation et du transport maritime, avec le canal de Suez et les côtes qui s'étendent à la fois sur la mer Rouge. L'Égypte aspire à coopérer avec l'entreprise espagnole Acciona Energía, la plus grande société produisant de l'énergie verte. Le Premier ministre Mostafa Madbouli s'exprimait aujourd'hui lors de son entretien avec le directeur financier de cette entreprise en marge de sa participation aux activités du Forum économique mondial tenu à Davos en Suisse. Le Premier ministre a aussi souligné l'intérêt qu'accorde le Caire à la coopération avec Acciona Energía dans le domaine du dessalement de l'eau. De son côté, le directeur financier de l'entreprise espagnole a salué les efforts déployés par le gouvernement égyptien dans le domaine de la réforme économique, aspirant à coopérer avec l'Égypte dans plusieurs autres projets. Le Premier ministre Mostafa Madbouli s'est entretenu aussi avec le directeur exécutif de l'une des plus grandes sociétés énergétiques belges. Il a salué le volume des projets entrepris par cette entreprise, surtout dans la zone économique du canal de Suez. Lors de l'entretien, Madbouli a souligné que l'État accordait un grand intérêt au secteur énergétique et œuvrait continuellement en vue d'accorder des facilités à ce secteur prometteur afin d'attirer davantage d'investissements. Lors de sa rencontre avec le vice-président exécutif de la société Coca-Cola, Madbouli a déclaré que le gouvernement avait adopté durant ces dernières années des mesures soutenant le secteur privé. Le directeur exécutif de la société a pour sa part déclaré que son entreprise accordait un grand intérêt à soutenir ses investissements en Égypte et à développer ses infrastructures. Il a aussi ajouté que son entreprise avait choisi l'Égypte comme un principal centre numérique soutenant ses investissements au niveau régional.
Lors de sa visite au siège du Parlement européen à Strasbourg, en France, le ministre des Affaires étrangères et de l'immigration, Badr Abdelghati, a reçu le président de la Commission du commerce international du Parlement européen et du rapporteur fictif du groupe des socialistes et des démocrates à la Commission des Affaires étrangères. Lors de cette rencontre, Abdelghati a passé en revue l'évolution des relations avec l'Union européenne, soulignant le succès de la conférence égypto-européenne sur l'investissement accueilli par le Caire en juin dernier, ainsi que le mémorandum d'entente pour la première tranche du plan de soutien européen à l'Égypte d'un montant d'1 milliard d'euros, exprimant son aspiration à soutenir le président de la Commission pour adopter la deuxième tranche à une valeur de 4 milliards d'euros. La rencontre a également évoqué les développements régionaux, les défis accompagnants et le processus global de la modernisation économique en Égypte. Le chef de la diplomatie, Badr Abdelghati, a affirmé que la coopération entre l'Égypte et l'Union européenne contribue à préserver la stabilité et la sécurité dans la région. M. Abdelghati s'exprimait lors de son entretien avec la commissaire européenne pour la Méditerranée, Dubravka Šuica, en marge de sa visite à la ville de Strasbourg en France. Au cours de l'entretien, M. Abdelghati a dit aspirer à renforcer la coopération avec l'Union européenne pour achever les mesures nécessaires pour la deuxième tranche du soutien financier présenté par l'Europe. M. Abdelghati a également souligné l'importance de la coopération dans la région de la Méditerranée afin de surmonter les défis communs se basant sur les principes du respect de la souveraineté des États et la non-ingérence dans les affaires internes des pays. Le ministre des Affaires étrangères, de l'immigration, Badr Abdelghati, a reçu un appel téléphonique avec le ministre mauritanien des Affaires étrangères et de coopération. Au cours de l'appel, Abdelghati a apprécié la coordination mutuelle sur diverses questions au niveau régional. Les deux ministres ont également examiné les dossiers à intérêt commun sur la scène arabe et africaine, outre les derniers développements en Libye, au Soudan et la région du Sahel et du Sahara. Les deux ministres conviennent d'intensifier la coordination et la coopération conjointe de manière à contribuer à la sécurité et la stabilité en unissant les efforts pour atténuer les crises dans la région. Passons aux territoires occupés et au troisième jour d'un cessez-le-feu fragile dans la bande de Gaza. Le Hamas a annoncé aujourd'hui que 4 Israéliennes doivent être libérées samedi lors du prochain échange d'otages contre des prisonniers palestiniens. Selon l'armée israélienne, 3 ou 4 femmes enlevées seront libérées chaque semaine. Sur 251 personnes enlevées par le Hamas, 91 sont encore retenues en otage à Gaza, dont 34 sont mortes, selon l'armée israélienne. Pour le troisième jour consécutif du cessez-le-feu dans la bande de Gaza, le mouvement d'acheminement d'aide humanitaire à la bande se poursuit via les terminaux de Karam Abou Salem et d'El Aouga. 270 camions transportant des aides humanitaires, dont 25 de carburant, sont entrés aujourd'hui dans la bande de Gaza. Cette mesure s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions relatives aux dépenses liées au cessez-le-feu qui prévoit l'entrée régulière de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza. L'armée israélienne a annoncé aujourd'hui avoir lancé une opération militaire dans la zone autonome palestinienne de Jenin, en Cisjordanie, tuant un Palestinien, selon l'autorité palestinienne. Un communiqué militaire a indiqué sans plus de détails que les forces israéliennes ont lancé une opération militaire à Jenin, dans le nord de ce territoire palestinien occupé par Israël depuis 1967. Les forces de sécurité de l'autorité palestinienne se sont retirées des positions qu'elles tenaient autour du camp dans le cadre d'une opération lancée en décembre pour tenter de mettre au pas des groupes locaux engagés dans la lutte armée contre Israël. D'après le ministère de la Santé de l'autorité palestinienne, une personne y a été tuée par une frappe israélienne et 7 autres ont été blessés.
La levée des sanctions américaines contre des colons extrémistes annoncée par Donald Trump au premier jour de son nouveau mandat à la Maison-Blanche va les inciter à commettre plus de crimes, a dénoncé aujourd'hui l'autorité palestinienne. Le ministère palestinien des Affaires étrangères alerte dans un communiqué contre les tentatives d'escalade de la situation en Cisjordanie en vue d'instaurer un chaos violent facilitant l'annexion de ce territoire qu'Israël occupe depuis 1967. Ces propos interviennent alors que des colons israéliens ont attaqué dans la nuit les villages d'El Fondouk et Janzafout en Cisjordanie. Un total de 21 personnes ont été blessées, le tout sous la supervision et la protection de l'armée israélienne et des dirigeants politiques. L'autorité palestinienne a par ailleurs dénoncé la multiplication des barrages sur l'ensemble de la Cisjordanie, bloquant les accès aux provinces, villes et villages. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a assuré aujourd'hui que l'Union européenne se montrait pragmatique avec les États-Unis au lendemain du retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. Lors d'un discours à Davos, elle a déclaré que leur priorité absolue consisterait à engager le dialogue sans attendre à examiner quels sont leurs intérêts communs et à les préparer à la négociation. Elle a souligné que le choc défendrait ses intérêts et ses valeurs. Le président américain Donald Trump, tout juste investi hier, a pour la première fois sommé son homologue russe Vladimir Poutine de trouver un accord de paix avec l'Ukraine, faute de quoi la Russie risquait d'être détruite. En félicitant plutôt le 47e président des États-Unis, le maître du Kremlin a assuré aussi chercher une paix durable avec Kiev. Les détails dans ce compte-rendu. Le président américain Donald Trump, réélu le 5 novembre, a plusieurs fois affirmé qu'il préparait une rencontre au sommet avec son homologue russe Vladimir Poutine pour en finir avec ce conflit déclenché par la guerre de l'Ukraine le 24 février 2022. Alors qu'il retrouvait le bureau ovale pour signer une rafale de décrets, Donald Trump a réaffirmé qu'il devait parler au président Poutine, qui sera très satisfait de mettre fin à cette guerre. Mais pour la première fois, il lui a mis clairement la pression en jugeant que la Russie courait à la catastrophe si elle refusait de négocier et de sceller un accord de cessez-le-feu ou de paix avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky. De retour à la tête de la première puissance mondiale, le tribune américain, déjà président de 2017 à 2021, a maintes fois dénoncé en campagne les dizaines de milliards de dollars d'aide militaire et économique déversés à Kiev par l'administration de Joe Biden. Le président russe, de son côté, a répété lundi être ouvert au dialogue avec la nouvelle administration américaine sur le conflit ukrainien. Donald Trump avait promis pendant sa campagne de mettre un terme en 24 heures au conflit en Ukraine et appelé à un cessez-le-feu immédiat et à des pourparlers. Il a reconnu par la suite que le processus pourrait prendre des mois. Le Kremlin appelle officiellement toujours à la reddition de l'Ukraine, qu'elle renonce à rejoindre l'OTAN et que la Russie garde les territoires ukrainiens dont elle a revendiqué l'annexion. Le président sud-coréen Yoon Suk-yeol, suspendu de ses fonctions, a assisté aujourd'hui pour la première fois à une audience de son procès en destitution. Monsieur Yoon s'est défendu devant les juges qui se prononceront entre la perte définitive de son titre et son retour aux affaires. Un compte rendu. Le dirigeant déchu a démenti avoir ordonné à l'armée de faire sortir les députés du Parlement pour les empêcher de voter contre sa déclaration de loi martiale. Les 8 juges de la Cour constitutionnelle ont jusqu'à la mi-juin pour entériner sa sanction et le démettre définitivement ou lui rendre son siège. 6 voix sont requises pour éventuellement confirmer sa déchéance. Le dirigeant conservateur, qui avait résisté à une première descente sur mandat des autorités, a été arrêté et placé en détention le 15 janvier. M. Yoon défend l'idée selon laquelle la mesure choc était nécessaire face à une fraude électorale. L'opposition ayant remporté haut la main le scrutin législatif d'avril 2024, avec la clé une majorité écrasante au Parlement. Yoon Sung-yeol a aussi plusieurs fois évoqué des forces communistes nord-coréennes et autres éléments hostiles qui menaceraient la Corée du Sud, notamment lors de son
discours de proclamation de la loi martiale. L'ancien procureur vedette, qui n'était pas apparu aux deux premières audiences des 14 et 16 janvier, est le seul président sud-coréen à être venu à son procès en destitution. Yoon Suk-yeol est accusé d'avoir fait vaciller la jeune démocratie sud-coréenne en déclarant par surprise la loi martiale le 3 décembre, dans un coup de force qui a ravivé le douloureux souvenir de la dictature militaire. M. Yoon est visé par plusieurs enquêtes, dont une pour rébellion, un crime passible de la peine de mort. En détention provisoire, il repousse les convocations du CIO, l'agence anticorruption, qui centralise les investigations criminelles sur lui et veut l'interroger. Le CIO a expliqué dans un communiqué avoir tenté de la contraindre à obtempérer, mais dit s'être heurté à son refus continu de coopérer. C'était donc tout, mesdames et messieurs, pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Agréable moment avec la suite de nos programmes.